Mon frère a couché avec ma copine pendant que je soignais notre père mourant, ils m'ont trahi et ignoré la santé de mon père. Mon père a reçu un diagnostic de cancer du foie. Ce n'était pas un diagnostic du genre « nous allons nous battre et peut-être que nous allons nous en sortir », c'était un diagnostic du genre « il lui reste 6 à 12 mois si nous sommes chanceux ». Je vivais en Caroline du Nord, mais comme j'étudiais en Virginie, je devais jongler avec les déplacements entre les États. Ma mère n'était plus dans le tableau depuis mon enfance, donc la seule personne qui restait pour être avec lui était moi. Mon frère aîné, d'un autre côté, eh bien, nous y reviendrons. J'avais temporairement abandonné mes études en administration des affaires pour m'occuper de mon père. L'université a été compréhensive et, comme j'avais de bonnes notes, ils m'ont accordé un semestre sabbatique. Je pensais que ce serait difficile, mais gérable. Je ne savais pas que je deviendrais une ombre de moi-même, le gars qui rêvait autrefois d'ouvrir son propre café devait maintenant nettoyer des vomissures, aider son père à uriner dans une bouteille et administrer des médicaments toutes les 4 heures. À l'époque, j'avais une petite amie. Nous étions ensemble depuis 1 an et demi. Ce n'a jamais été une relation de conte de fées, mais il y avait de la confiance. Elle m'a soutenu quand elle le pouvait et est même restée quelques week-ends pour m'aider avec mon père. Au début, j'avais l'impression d'avoir une vraie partenaire, que peut-être, malgré toute l'obscurité, je n'étais pas si seul. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Et c'était si subtil que je ne m'en suis rendu compte que lorsqu'il était trop tard. Mon père a commencé à s'aggraver rapidement. Le médecin nous a dit que son foie était pratiquement défaillant et qu'il ne passerait pas le mois de décembre. C'était en octobre. J'étais déjà installé en permanence dans sa maison, dormant sur le canapé à côté de son lit au cas où il aurait besoin d'aide la nuit. Ma petite amie m'appelait, mais de moins en moins, et quand nous parlions, il n'y avait plus de ton d'inquiétude ou d'affection. C'était comme si je parlais à un collègue de travail, froid, sec. Mon frère aîné, qui n'habitait qu'à 40 minutes, s'est présenté 2 fois pendant toute cette période. Les 2 fois, il est arrivé pressé, disant que le travail le tuait. Mais il publiait toujours une story sur Instagram en train de boire des bières ou dans un restaurant avec des amis. Cela ne me dérangeait pas tellement qu'il n'aide pas, je m'étais déjà résigné à porter tout le fardeau, mais le fait que ma petite amie, la personne qui aurait dû être la plus proche de moi, ne montrait aucun signe non plus a commencé à me déranger. Un week-end, je lui ai écrit et lui ai dit de venir s'il vous plaît, que je n'en pouvais plus, que j'avais juste besoin de dormir 6 heures sans interruption. Elle a répondu le lendemain par un « Désolé, je me suis endormi ». Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait cette excuse, mais ce jour-là, ça m'a brisé. C'était la première fois que je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Cette semaine-là, pendant que mon père dormait, je me suis connecté à son compte Facebook pour vérifier certaines choses concernant l'assurance. Il m'avait donné la permission et, sans le vouloir, j'ai ouvert une fenêtre de messages qu'il avait avec mon frère. Rien de pertinent, jusqu'à ce que j'envoie un qui disait « Merci de m'avoir couvert avec elle hier soir, je ne sais pas comment tu fais, frérot, ah ah ». C'était comme si quelqu'un m'avait poignardé au ventre. La première chose que j'ai pensé a été « Non, ce ne peut pas être à propos d'elle ». Je suis allé dans l'historique, j'ai vérifié d'autres messages. Il y en avait un plus récent qui disait « Ne lui dis rien pour l'instant, je pense qu'il se doute de quelque chose ». Ma tête est passée en mode automatique. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé à la salle de bain, mais j'ai vomi. Puis j'ai pleuré comme un enfant. Je me suis assis par terre dans le couloir, les lumières éteintes, pendant que mon père dormait dans la pièce d'à accent grave côté. Je suis resté comme ça pendant des heures. Ma petite amie, mon frère, pendant que je sacrifiais littéralement tout pour m'occuper d'un homme qui était en train de mourir, ils étaient ensemble. Je ne savais pas comment réagir, la confronter, aller frapper mon frère, le dire à mon père, même s'il ne pouvait plus vraiment comprendre ce qui se passait autour de lui. Ma poitrine me faisait mal, j'avais le souffle court. C'était une double trahison, non seulement je perdais mon père, mais il me volait aussi le dernier morceau de stabilité que j'avais. Les jours suivants ont été un enfer mental. J'ai commencé à observer chaque détail, j'ai vérifié son Instagram, j'ai commencé à remarquer des mentions j'aime mutuelles qui n'étaient pas là auparavant, un commentaire de mon frère sur une photo d'elle qui disait « Canon », une publication où elle apparaissait sur une terrasse que je ne reconnaissais pas, mais plus tard, j'ai vu que c'était celle de l'appartement de mon frère. J'ai décidé de ne rien dire, pas encore. Je voulais être sûr. Quelques messages suspects et un emoji ne suffisaient pas, je voulais une vraie preuve. Et une fois que je l'aurais, je n'allais pas parler, je n'allais pas me battre,
j'allais les faire tomber ensemble, silencieusement, avec une précision chirurgicale. Et pendant ce temps, mon père continuait de se détériorer. Il était plus mince que jamais, à peine capable de parler. Il me regardait avec ses yeux ternes et me disait simplement qu'il m'aimait. Je lui nettoyais le visage, lui donnais de l'eau avec une seringue et me demandais, comment quelqu'un peut-il faire ça à une autre personne à un moment pareil? Je ne sais pas si c'était de la rage ou le besoin d'avoir quelque chose sous contrôle, mais cette semaine-là, je suis devenu un sacré espion. Je dormais peu, j'étais au courant de chaque notification, je vérifiais leurs médias sociaux, ceux de mon frère, même ceux d'amis communs. Je suis devenu obsédé. Je ne sais pas si c'était sain, mais à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas me sentir si impuissant. J'ai commencé par les bases, je suis allé sur son profil et j'ai vérifié les photos taguées. Rien d'étrange à première vue, mais j'ai remarqué que beaucoup de photos récentes n'avaient plus la géolocalisation activée, ce qu'elle utilisait toujours. Je trouvais cela étrange, mais pas concluant. Ensuite, je suis allé dans les stories à la une de mon frère. Dans une d'il y a quelques semaines, il y avait un verre de vin rosé, une main avec des ongles peints en rouge comme les siens, et une phrase qui disait « Soirée tranquille ». Tout est très subtil, mais le genre de subtilité qui cache une sale vérité. Une nuit où mon père était stable, j'ai décidé de prendre sa voiture et de me rendre à l'appartement de mon frère. C'était une impulsion. Il était presque 23 heures et je savais que je ne le verrais pas en face à face, je voulais juste voir si sa voiture était là, ou peut-être la sienne aussi. Je me suis garé à un pâté de maison. L'immeuble avait une vue partielle de l'endroit où je me suis garé. Je l'ai vu entrer dans son immeuble en portant ce qui ressemblait à un sac avec des bouteilles de vin. 5 minutes plus tard, j'ai vu arriver une autre voiture. Et, elle n'a même pas essayé de se cacher. Elle est entrée avec confiance, comme si c'était sa propre maison. Je suis resté dans cette voiture, les lumières éteintes, pendant 1 heure. Mon estomac était noué. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien frappé. J'ai juste digéré. Ils étaient là, ensemble, pendant que je nettoyais l'urine de mon père avec une vieille serviette parce que nous ne pouvions plus nous permettre d'acheter suffisamment de couches. À partir de ce moment, je savais, je l'ai confirmé. Je n'avais pas besoin de plus. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un moyen de les niquer. Pas seulement pour ce qu'ils ont fait, mais pour le moment où ils l'ont fait, pendant la pire période de ma vie, pendant que je sacrifiais tout, pendant que je disais lentement au revoir à la seule figure parentale qu'il me restait. Je suis rentré à la maison avant l'aube. J'ai pris une douche, préparé les médicaments de mon père, lui ai donné de l'eau avec une cuillère à café, mis sa musique préférée comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas découvert que les 2 personnes les plus proches de moi étaient des rats. Et pendant les jours suivants, j'ai fait ce que personne n'attendrait de quelqu'un au cœur brisé, j'ai souri, j'ai répondu au message de ma petite amie avec affection, je lui ai dit que ça me manquait, que j'adorais qu'elle sorte avec des amis, selon elle, bien sûr. J'ai parlé à mon frère et les remercié d'être toujours là. Je lui ai même envoyé une vieille photo de nous 3, comme si je ne savais pas qu'ils couchaient ensemble en secret. Cela ne me dérangeait pas de continuer à faire semblant parce que pendant que je faisais cela, je préparais la partie la plus délicate du plan, découvrir ce qui les blessait le plus. Ils m'avaient déjà brisé, maintenant c'était à mon tour. La première chose était de vérifier si mon frère avait quelque chose à perdre, au-delà de sa fierté, bien sûr. Il s'avère qu'il avait commencé à travailler dans une compagnie d'assurance vie, une de celles où ils vous font signer 1000 clauses d'éthique, de confidentialité, bla, bla. Il avait réussi son examen d'agrément d'État quelques mois plus tôt. Un de mes amis qui travaille dans les ressources humaines a confirmé que tout scandale personnel affectant l'image de l'entreprise pourrait lui faire révoquer sa licence, surtout s'il avait menti sur ses antécédents personnels, ce qu'il avait fait, surprise, surprise. Ma petite amie, quant à elle, travaillait comme assistante d'un conseiller pédagogique dans un programme pour les jeunes ayant des traumatismes familiaux. Quelle ironie, n'est-ce pas? Une femme qui fait ça à quelqu'un qui perd son père à cause d'un cancer, conseillant des enfants ayant des problèmes familiaux. Je n'arrive pas à m'en remettre. Mais bref, en vérifiant son compte courriel, oui, j'y avais encore accès parce qu'elle m'avait demandé de l'aide pour les paramètres et j'ai enregistré son mot de passe dans mon gestionnaire, j'ai vu un courriel récent mentionnant qu'ils allaient bientôt faire une vérification de routine de ses antécédents et de ses médias sociaux. Et là, mon ami, j'ai vu la fenêtre parfaite. Ce ne serait pas moi qui leur crierais dessus ou détruirais leur réputation publiquement. Je devais juste m'assurer que les autres fassent le sale boulot. J'ai commencé à tout rassembler, capture d'écran de messages,
photos, vidéos, oui, j'ai même enregistré son entrée dans l'immeuble de mon frère 3 fois différentes nuits, des commentaires qui pouvaient être facilement mal interprétés comme « contraire à l'éthique ». J'ai même eu une vieille photo où ils étaient tous les deux à une fête d'entreprise ensemble, très proches, le même jour où elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa grand-mère. Chaque pièce s'emboîtait. J'ai pris mon temps, ce n'était pas une réaction impulsive, c'était un travail chirurgical froid et planifié, parce que je ne voulais pas seulement leur causer de la douleur émotionnelle, je voulais leur couper les ailes, leur faire ressentir ce que c'était que de perdre quelque chose qu'ils avaient construit, tout comme ils l'ont fait pour moi. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'au milieu de tout ça, mon père était toujours là, mourant, me regardant avec ce visage qui mélangeait douleur physique et résignation. Parfois, je me demandais ce qu'il penserait s'il savait tout ce que je faisais, s'il serait fier ou déçu. Mais ensuite, je me suis souvenu que cet homme m'avait élevé pour être loyal et il m'a aussi appris que lorsque quelqu'un trahit cette loyauté, il y a des conséquences. Une partie de moi se demandait si tout cela était trop, si je perdais le contrôle. Mais ensuite, je le voyais, mon père, de plus en plus frêle, plus lointain, plus petit dans ce lit d'hôpital à la maison, et je me répondais simplement, non, ce n'est pas trop, c'est juste. Le voir comme ça m'a brisé. Le gars qui m'a appris à changer un pneu, à cuire du riz sans qu'il ne se transforme en bouillie, qui m'emmenait pêcher quand j'étais enfant, pouvait à peine tenir une cuillère. Je lui mettais une couverture, ajustais ses oreillers, mettais de la musique douce pour qu'il dorme paisiblement. Pendant ce temps, ma petite amie se glissait dans le lit de mon frère. Je n'ai jamais été parfait, ni un saint, mais si j'étais clair sur quelque chose, c'est que la loyauté n'est pas négociable, elle est sacrée. Et quand quelqu'un la brise, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai commencé à contacter des personnes clés, des personnes que j'avais en commun avec tous les deux, mais qui n'étaient plus si proches, une ancienne collègue de ma petite amie, un ancien collègue de mon frère, un professeur qu'ils avaient tous les deux. Je leur parlais avec désinvolture, comme si je prenais juste des nouvelles, mais je lâchais toujours quelque chose, un petit commentaire, une question innocente. Saviez-vous qu'ils sortaient ensemble, ou avez-vous vu X dernièrement? On m'a dit qu'elle passe tout son temps à l'appartement de mon frère. Ce que je cherchais, c'était semer la graine, que les choses se répandent d'elles-mêmes, pour que lorsque tout exploserait, personne ne sache d'où venait le feu. Un soir, déjà fatigué et épuisé mentalement, je me suis assis au bureau de ma chambre d'enfant où je dormais maintenant pour être près de mon père et j'ai ouvert un document. Là, j'ai tout détaillé, date, conversation, capture d'écran, observation, même des témoins possibles. J'ai fait une sorte de dossier, non pas parce que je pensais les poursuivre en justice ou quoi que ce soit, mais parce que je voulais que tout soit clair, comme si je préparais une affaire. Parce qu'au fond, c'est ce que je faisais, construire la justice à ma façon. Pendant ce temps, il continuait comme si de rien n'était. Ma petite amie m'envoyait des messages comme « Salut bébé, comment va ton papa ? Désolé si je n'ai pas été aussi présente, mais je suis avec toi en pensée. » Putain d'hypocrite. Et mon frère agissait comme s'il était le fils qui se souciait vraiment de lui, même s'il ne se présentait pas plus d'une fois toutes les 2 semaines. Il restait 15 minutes, prenait un selfie avec papa pour le télécharger sur ses médias sociaux avec des hashtags comme #famille, #béni, et partait. Il avait un visage de pierre. Ce qui me dérangeait le plus, c'est que si mon père avait été conscient à 100%, il ne se serait jamais douté de lui. Il a toujours pensé que mon frère était celui qui avait tout compris, celui qui avait une vie toute faite. C'est moi qui cherchais encore mon chemin. Cette idée m'a brisé parce que je me sentais invisible, comme si j'avais tout donné pour quelqu'un qui, même sur son lit de mort, ne comprenait pas qui était vraiment là. Et pourtant, je ne le faisais pas pour la reconnaissance, je ne cherchais pas à ce qu'il me remercie ou à changer son point de vue. Je le faisais parce que c'était mon vieux, parce qu'il méritait une mort digne, de ne pas être seul, de ne pas mourir entouré de mensonges. Un après-midi, la mère d'un ami d'enfance m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait vu ma petite amie dans un bar, avec un gars qui ressemblait beaucoup à ton frère. Elle l'a dit sur un ton de commérage, comme si elle ne savait pas ce qu'elle disait. J'ai ri comme si j'étais surpris et j'ai dit, non, tu dois te tromper. Mais à l'intérieur, mon estomac était noué parce que les commérages se répandaient déjà, la graine germait déjà. Et cela m'a donné une idée, je ne voulais pas seulement ruiner leur vie professionnelle, je voulais que les mêmes personnes qu'ils considéraient comme des amis, des alliés, de la famille, réalisent qui ils étaient vraiment, sans que j'aie à dire un seul mot. J'ai donc créé un faux compte Instagram. Je lui ai donné un nom générique, des photos d'archives et j'ai commencé à suivre leurs contacts. J'ai téléchargé une seule story,
une capture d'écran de la conversation entre eux. Puis une autre, la photo d'elle entrant dans l'immeuble de mon frère. Je n'ai pas mis de nom, je n'ai pas mis de description, juste des images, brutes, directes. Ensuite, j'ai laissé mijoter le tout. Pour en revenir à mon père, cette semaine a été la pire. Il ne parlait plus, il ne communiquait qu'avec ses yeux. Je savais que la fin était proche, je le sentais. Et je me suis promis quelque chose, je ne ferai aucun geste dans mon plan jusqu'à ce qu'il se repose, parce qu'il était la priorité. Je ne laisserai pas cette rage voler le dernier vrai temps qu'il me restait avec lui. Un soir, je me suis assis à côté de lui et lui ai tenu la main. Je ne sais pas s'il m'a compris, mais je lui ai parlé quand même. Je lui ai dit que j'irais bien, de ne pas s'inquiéter pour moi, que je me souviendrai toujours de lui comme de l'homme qui m'a appris à ne pas abandonner. J'ai essayé de ne pas pleurer, même si je n'avais plus de larmes. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain, à 6h43 du matin, il a cessé de respirer. Après la mort de mon père, je suis devenu une sorte de fantôme. Pendant plusieurs jours, j'ai erré dans la maison comme si je n'avais pas de corps, j'ai dormi sans savoir si je rêvais ou si j'existais simplement les yeux fermés. La maison sentait la morphine, les fleurs fanées, les adieux. Les pompes funèbres ont emporté son corps en silence. J'ai signé les papiers d'une main tremblante, non pas de tristesse, mais de rage contenue. 3 jours ont passé. La veillée était petite, seuls les plus proches. Je n'ai pas invité mon frère ni elle. Personne ne m'a demandé pourquoi parce que tout le monde le savait, ils avaient déjà commencé à parler. La rumeur s'est répandue comme une tumeur. Une cousine m'a dit qu'elle avait entendu de mauvaises choses à leur sujet. Une voisine s'est approchée de moi avec un regard étrange, comme si elle voulait demander, mais n'osait pas. Je suis resté silencieux, ne confirmant ni ne niant. J'ai juste hoché la tête. Quand le prêtre a terminé sa prière, je me suis approché du cercueil, j'ai ajusté le col de la chemise de mon père et j'ai dit doucement quelque chose que lui seul pouvait entendre, « Maintenant, papa, c'est mon tour. » Et j'ai commencé. La première chose était mon frère. J'ai imprimé des copies de son historique sur les médias sociaux, commentaires inappropriés sur des photos, captures d'écran de conversation où il s'exprimait comme un connard macho avec des collègues féminines, des choses que j'avais sauvegardées au fil du temps parce qu'il avait toujours cette énergie arrogante du « rien ne me touche ». J'ai tout emballé dans une enveloppe et l'ai envoyé anonymement au service des ressources humaines de son entreprise. Je n'ai rien signé, je n'ai laissé aucune trace. Avec elle, c'était différent, plus émotionnel, plus sale. Je savais que son travail consistait à vérifier les antécédents et les médias sociaux, alors j'ai utilisé le faux compte Instagram pour taguer le compte officiel du programme où elle travaillait dans certaines stories de dénonciation impliquant une conduite inappropriée avec un client. Une fausse histoire que j'ai soigneusement conçue pour paraître réelle. J'ai utilisé des détails personnels que seule une personne proche d'elle connaîtrait, mais je l'ai écrite comme s'il s'agissait d'une mère inquiète dénonçant une soi-disant éducatrice qui couche avec le frère de son petit ami pendant que son père est mourant à la maison. C'était moche, mais c'était aussi précis, clinique, précis. Les effets ne se sont pas fait attendre. Une semaine plus tard, une camarade de classe de l'université qui la connaissait aussi m'a écrit. Elle m'a demandé si j'allais bien, m'a dit qu'elle avait vu quelque chose de fou sur les médias sociaux et que tout le monde en parlait. Je lui ai dit que je n'en avais aucune idée, que je n'étais pas au courant, que j'étais concentré sur les funérailles. Elle m'a offert son aide, je lui ai dit que tout était sous contrôle. La même nuit, elle, mon ex-petite amie, déjà, bien que je ne le sache pas encore, m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Elle m'a écrit un très long message disant qu'elle était confuse, que quelque chose d'étrange se passait, qu'il l'avait appelée du travail pour lui demander des explications sur d'étranges plaintes, et qu'elle était sur le point de faire une crise de nerfs. Elle m'a demandé de l'appeler, de l'aider, de ne pas la laisser seule, s'il vous plaît. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. J'ai juste éteint mon téléphone portable, me suis versé un whisky et me suis assis sur la terrasse de la maison de mon père, ce n'était plus comme ma maison, c'était juste un endroit où une guerre avait eu lieu. Le lendemain était le jour où mon frère est tombé. Une personne que je connaissais en commun avec lui, un de ses collègues de bureau qui veulent être son ami mais qui l'envie en fait, m'a envoyé un message, « As-tu vu le courriel qui a fuité de l'entreprise de ton frère ?» Non, je ne l'avais pas vu, mais je savais parfaitement de quoi il parlait. Je lui ai demandé de me transférer la chaîne. C'était une capture d'écran interne qui avait commencé à circuler parmi les employés, le département de conformité enquêtait sur d'éventuelles violations éthiques,
par l'un de leurs agents. Et bien qu'il n'ait pas mentionné le nom, la rumeur était claire, tout le monde savait que c'était lui. Son nom était déjà entaché. Dans une industrie comme l'assurance, des rumeurs comme ça suffisent pour que personne ne veuille vous toucher avec une perche de 10 pieds. Et ce n'était que le début. Des jours, des semaines ont passé. J'étais retourné à ma routine, j'ai nettoyé la maison, vendu certaines des affaires de mon père, me suis fait couper les cheveux, me suis rasé, j'ai commencé à regarder les offres d'emploi pour reprendre mes plans. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était elle. Son visage était pâle, ses yeux rouges, ses cheveux en désordre, pas comme quand elle se préparait à voir mon frère. Elle avait l'air détruite. Elle a demandé à parler. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire. Elle m'a supplié de l'écouter. Et comme j'étais curieux de voir comment elle justifierait l'injustifiable, je l'ai laissé parler. Elle a tout nié. Elle a dit que c'était des malentendus, qu'elle n'avait jamais rien eu de sérieux avec mon frère, qu'ils ne s'étaient embrassés qu'une fois et que c'était une confusion, qu'elle était seule, vulnérable, que ma distance l'avait affectée, bla, bla, bla. Je l'ai laissé parler, je ne l'ai pas interrompu, je n'ai posé aucune question, je l'ai juste regardé. Et quand elle a terminé, j'ai dit « d'accord ». Elle a hoché la tête. Elle m'a demandé si j'allais lui pardonner. J'ai ri fort, peut-être trop fort. J'ai répondu « je ne sais pas si ce qui me fait le plus mal, c'est ce que tu as fait ou à quel point tu me crois stupide ». Et j'ai fermé la porte. Elle ne m'a plus rappelé. Ce n'était pas la fin, il restait encore des pièces à tomber. Mais ce moment, cet instant où son visage est passé de l'espoir à l'humiliation totale, a été le début de la clôture. Et le meilleur, c'est qu'ils ne savaient toujours pas que tout ce qui leur arrivait était de ma faute. Après cette dernière fois où j'ai vu son visage à ma porte, je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant des semaines. Mais je n'avais pas besoin de la voir pour savoir que tout explosait pour elle. J'avais des yeux partout. Des gens que je ne connaissais même pas, qui m'avaient encore sur les médias sociaux, ont commencé à m'envoyer des messages comme « Mec, qu'est-il arrivé à ton ex ? Énorme gâchis » ou « J'ai entendu dire que ton frère est impliqué dans quelque chose de louche. » Je répondais juste par un « Je n'en ai aucune idée » et un point. Je n'avais pas besoin de clarifier quoi que ce soit, tout le monde était déjà en train d'assembler le puzzle tout seul. L'image d'un couple parfait, d'une famille heureuse, d'un frère exemplaire, a commencé à s'effondrer. D'un autre côté, j'ai commencé à me reconstruire en silence. Je me suis inscrit à un programme communautaire pour aider les personnes qui s'occupent de parents malades. Non pas en tant que victime, mais en tant que bénévole. Je voulais donner une sorte de but à la douleur, car même si tout ce que je faisais avait sa part de vengeance, je ne voulais pas devenir une personne qui ne vit que pour détruire les autres. La différence est qu'ils ne m'ont jamais donné cette option, ils m'ont poussé au bord du gouffre. Au lieu de sauter, j'ai creusé un piège de mes propres mains, un piège dont il ne pouvait plus s'échapper. Mon frère a été le premier à rompre le silence. Il m'a appelé un mardi à 21h. Je n'ai pas répondu. Il m'a laissé un message vocal que j'ai encore enregistré, « Je sais que tu es contrarié, je veux parler, je veux arranger ça. Ce n'était pas comme tu le penses, c'est quelque chose qui est arrivé, oui, mais ce n'était pas intentionnel. Nous n'allions pas bien, tu étais distant, elle était confuse, je l'étais aussi. Je suis désolé, réponds-moi s'il te plaît. Ne le dis pas à papa, ne le dis pas à papa. » C'était la blague cruelle de tout ça, il était déjà mort, idiot. Et tu n'étais même pas là. Je l'ai supprimé sans répondre, puis j'ai fait quelque chose de pire, j'ai transmis l'audio à un contact anonyme qui avait partagé les stories du faux compte Instagram. Je savais qu'il parviendrait aux bonnes personnes. Je voulais qu'ils entendent de leurs propres oreilles comment mon cher frère se dénonçait sans le vouloir. Pendant ce temps, sa situation professionnelle se détériorait. Il a été contacté pour un examen extraordinaire de conduite et, bien qu'il ne lui ait pas dit exactement ce qui avait déclenché l'alerte, il savait qu'il était dans le collimateur. J'ai appris qu'il avait demandé quelques jours de congé pour « santé mentale ». Quelle ironie! Avec elle, les choses ont été plus rapides. J'ai appris par un collègue qu'ils avaient suspendu sa participation au programme avec les jeunes. Ils disent qu'il y a eu une plainte officielle. Personne ne savait si c'était vrai ou si quelqu'un l'avait mis en place. Mais c'était la beauté de la chose, même s'il savait que c'était un coup monté, il ne pouvait rien prouver. Et dans son domaine d'activité, la suspicion suffit à vous couper les ailes.
Lors d'une conversation avec un autre bénévole, j'ai appris qu'elle envisageait de déménager, qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, d'une part, de la satisfaction, d'autre part, de la tristesse, car malgré tout, je l'aimais. Ce n'était pas seulement de la fureur que je ressentais, il y avait aussi de la douleur. Mais c'était le problème, je l'aimais, elle ne m'aimait pas. Un soir, j'ai eu une sorte de crise de nerfs. J'avais passé tellement de temps à tout contrôler, à exécuter étape par étape, à faire semblant que rien ne m'affectait, que j'ai finalement craqué. J'étais seul dans la salle à manger de la maison de mon père, regardant une de ses tasses à café préférées, une tasse blanche avec le logo des Red Sox de Boston. Cette tasse m'a bousillé. Je me suis souvenu des dimanches, quand nous regardions des matchs ensemble, quand il me parlait de la façon dont il avait lui aussi dû faire face à la mort de son père. J'ai craqué. J'ai pleuré, j'ai frappé sur la table, j'ai jeté la tasse par terre et elle s'est brisée. Je me suis instantanément détesté pour ça. Je ne voulais pas devenir quelqu'un de froid, sans âme. C'est pourquoi, ce même soir, j'ai pris tout le matériel que j'avais rassemblé, les photos, les captures d'écran, les vidéos, les messages, et je les ai stockés dans un dossier physique. J'ai tout imprimé et mis dans une boîte. Ensuite, je l'ai scellé, scotché partout et rangé au fond d'un placard que personne n'utilisait. Je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas brûlé, je ne suis pas si pur pour faire ça. Mais j'ai compris que j'en avais assez fait, que continuer à pousser ne me ferait plus de mal qu'à eux. La vengeance avait déjà été servie et le silence était ma meilleure arme. Je ne les ai jamais confrontés, je n'ai jamais crié, je ne leur ai jamais rien jeté au visage. J'ai juste laissé le monde voir qui ils étaient vraiment pendant que je restais sur la touche, comme une ombre qui observe tout du bord, sans bouger. Mais je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait un dernier coup, une petite dose finale, une clôture avec un point final. Quelque chose qui leur ferait comprendre, sans avoir à le dire, que je savais tout, que je voyais tout, que c'était moi. Et cette occasion s'est présentée une semaine plus tard. C'était un message d'elle. Il disait simplement « Je sais que c'était toi ». Souris. Je n'ai pas répondu, j'ai juste laissé le message lu, parce que parfois la meilleure punition est d'être ignoré après avoir détruit quelqu'un. Quand j'ai lu ce message, je sais que c'était toi, pas un muscle n'a frémi. Ce n'était pas une menace, ni même une véritable accusation. C'était un murmure de défaite, comme lorsque quelqu'un tombe à genoux après avoir tout perdu et qu'il ne lui reste plus qu'à pointer le ciel avec colère, sachant qu'il n'y a plus rien à faire. Je l'ai laissé lu, pas un mot de plus, parce que je savais que le silence lui ferait plus mal que n'importe quelle insulte que je pourrais lui lancer. Et bon frère, il n'avait toujours pas dit un seul mot depuis ce dernier message vocal pathétique. Il savait que s'il s'approchait de moi à nouveau, il n'aurait plus aucun moyen de justifier quoi que ce soit. Et lui, plus que tout, vivait du respect, des apparences, de cette façade d'homme qui réussit, de bon gars, d'exemple familial. Cette image était déjà brisée. Mais comme je l'ai dit précédemment, il me manquait un coup. Pas pour leur faire du mal directement, c'était quelque chose de plus symbolique, une façon de tout clore pour moi-même, d'avoir la paix. Et ce coup était les funérailles privées. Voyez-vous, mon père n'a jamais eu de grande cérémonie, juste un petit service intime. Mais j'organisais quelque chose de plus formel, un hommage, une sorte d'adieu pour ceux qui ne pouvaient pas y aller. Et j'ai décidé de le faire dans le parc où il avait l'habitude de se promener tous les dimanches. En plein air, pas de discours, pas de messe, juste de la musique, du café et les gens qu'il aimait vraiment. J'ai invité tout le monde, sauf eux. Mais je savais que mon frère se présenterait. Il était de ceux qui ne supportaient pas d'être hors d'une photo, hors d'une story partagée. Et en effet, il est arrivé, avec presque 40 minutes de retard, avec ce regard de « j'ai ma place ici », comme s'il ne savait pas qu'il était complètement hors de propos. Il est venu seul, sans elle, et avec un bouquet de fleurs acheté dans une station-service en chemin. Il s'est approché de moi comme si de rien n'était, m'a serré dans ses bras. J'ai essayé de ne pas le serrer dans mes bras, je lui ai juste tapoté le dos et je me suis rapidement séparé de lui. Il n'a pas dit un mot sur tout ce qui s'était passé. Il a fait comme si nous pouvions reprendre une vie qu'il avait lui-même réduite en cendres avec de l'essence. Pendant l'hommage, il est resté d'un côté, souriant avec les autres, parlant à de vieux amis de la famille, comme s'il en avait encore le droit. Mais personne ne le regardait de la même manière. Tout le monde le savait déjà, même s'il ne le savait pas avec certitude, cela se voyait. Les conversations étaient courtes, les accolades brèves, les sourires forcés.
Et c'était pire que s'il l'avait confronté. Il était l'exilé silencieux, le gars qui ne savait pas qu'il était hors du groupe jusqu'à ce que tout le monde arrête de rire à ses blagues. À la fin de l'événement, je l'ai vu seul, debout à côté de l'affiche avec la photo de mon père. Je me suis approché de lui. Il m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de fierté, comme s'il n'avait pas encore complètement abandonné. Il a dit, « Je ne pensais pas que tu m'inviterais. » Et j'ai répondu carrément, « Je ne l'ai pas fait. » Il est resté silencieux. Il m'a regardé comme s'il ne comprenait pas. Mais il a compris. Je l'avais laissé entrer pour qu'il puisse voir ce qu'il avait perdu, ce qu'il n'avait plus, cette famille qu'il prétendait protéger tout en la détruisant secrètement. Quand il est parti, il a emporté son bouquet inutile avec lui. Personne ne l'a accepté, personne ne l'a arrêté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel. C'était de son entreprise, une copie d'une lettre de licenciement, divulguée par quelqu'un que je connaissais depuis des années. Il a été officiellement licencié pour « conduite inappropriée affectant l'image de l'entreprise ». Officieusement, pour être ce qu'il est, un serpent qui a mordu la main qui le nourrissait. Elle, pendant ce temps, a disparu. Elle a fermé ses médias sociaux, a quitté son travail. Personne ne sait si elle a déménagé, si elle a changé de ville ou d'état. Certains disent qu'elle est retournée chez sa mère, d'autres qu'elle est allée vivre avec une amie pour reprendre à zéro. Je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que ces personnes qui la voyaient autrefois comme une jeune professionnelle sensible et empathique l'évitent désormais comme une tâche difficile à effacer. Et que me restait-il? Tranquillité. Vide. Mais aussi clarté. Je ne suis pas devenu plus heureux, ce n'est pas une histoire de rédemption où le vengeur finit en paix avec l'univers. Je porte encore tout, le poids d'avoir vu mon père mourir, l'image d'eux me trahissant dans mon moment le plus vulnérable, le fait que je n'ai pas cherché justice par les bonnes voies, mais à ma manière, froide, stratégique, silencieuse. Mais je ne le regrette pas parce qu'ils m'ont fait comprendre quelque chose, la pire des punitions n'est pas que quelqu'un vous déteste, c'est qu'il vous ignore, qu'il vous efface, qu'il continue de vous respirer dans le cou comme une présence invisible vous rappelant tout sans dire un mot. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit avec la gorge sèche, comme si j'avais crié pendant des heures sans faire de bruit. Je ne sais pas si c'est de l'anxiété, de l'insomnie, des souvenirs ou tout cela ensemble. La vérité est que lorsque le bruit extérieur est éteint, lorsqu'il n'y a plus personne à regarder de loin, lorsque le téléphone arrête de sonner, lorsque les messages disparaissent et que la maison devient silencieuse, il ne reste que soi-même. Et ce n'est pas toujours joli. Après tout ce qui s'est passé, je me suis retrouvé devant un miroir que je ne connaissais pas. Je ne parle pas de celui de la salle de bain, je parle du miroir interne, celui qui vous montre la vérité quand il n'y a pas de distraction ou d'objectif à atteindre. Et l'image que j'ai vue n'était pas celle que je voulais. Je ne regrette pas d'avoir détruit leur vie, ne vous méprenez pas. Ils l'ont demandé, ils l'ont mérité. Non pas avec une erreur, mais avec une série de décisions froides et calculées prises pendant que je me brisais en mille morceaux en m'occupant de l'homme qui nous a élevés. Mais j'ai réalisé qu'en cours de route, je me suis aussi perdu. Je suis devenu une version plus sombre de ce que je pensais être capable d'être. Je passais des heures sans parler à personne. La maison, qui était autrefois pleine de bruit, la télévision allumée, les recettes de mon père, les rires intempestifs, le bruit de ses pas lents le matin, étaient maintenant un mausolée. La cuisine était propre, intacte. Je ne cuisinais pas, je mangeais à peine. Mes journées se résumaient à regarder l'écran de mon téléphone portable sans rien faire, à vérifier les 3 mêmes courriels, puis à tout éteindre. Une partie de moi voulait crier à l'univers, et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Parce qu'après tout, ils avaient volé quelque chose de plus important qu'une relation ou une image publique, ils m'avaient enlevé la possibilité d'un adieu propre. Ils m'ont arraché mon dernier moment avec mon père sans se sentir coupable. Et on ne récupère pas ça. J'ai commencé à faire des rêves étranges, des rêves où j'étais dans la maison de mon enfance, mais tout était hors de propos. Il y avait des photos sur les murs de personnes que je ne connaissais pas, j'entendais des rires provenant de la chambre de mon père, mais quand j'ouvrais la porte, je ne trouvais que de la fumée. Parfois, je rêvais de lui, mais pas comme il était à la fin, frêle et épuisé, mais comme il était quand j'étais enfant, grand, fort, avec une voix tonitruante et des mains rugueuses. Dans ses rêves, il ne me parlait jamais, il me regardait juste sérieusement, comme s'il m'évaluait, comme s'il attendait quelque chose de moi. Et c'est là que la partie la plus difficile de tout cela m'a frappé, je m'étais aussi trahi moi-même. Je pensais que je défendais ma dignité, ma famille, le nom de mon père, mais en cours de route,
je suis devenu si froid, si calculateur, que j'ai commencé à prendre plaisir à les regarder tomber. Ce n'était pas seulement de la justice, c'était un plaisir sombre et toxique. Et cela m'a fait peur, parce que je ne veux pas être cette personne pour toujours. J'ai pris une décision. J'ai fermé la maison, littéralement, j'ai baissé tous les volets, emballé tout ce qui avait une valeur émotionnelle dans des boîtes, parlé à un agent immobilier et mis la maison en vente. Non pas comme un moyen de s'échapper, mais comme un acte symbolique. Cette maison n'était plus un foyer, c'était une ruine émotionnelle avec des murs qui en savaient trop. Je suis allé séjourner à Asheville pendant quelques semaines. J'ai loué une cabane bon marché via Airbnb, éteint mon téléphone portable et passé mes journées à marcher dans les bois. Pas de musique, pas de médias sociaux, rien. Juste marcher, penser, pleurer parfois, vomir d'anxiété à d'autres moments. Mais c'était nécessaire. C'était comme gratter une plaie infectée, ça fait mal, mais si on ne le fait pas, ça pourrit de l'intérieur. Un jour, en marchant sur un sentier, j'ai trouvé un arbre tombé. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis assis dessus et je suis resté là pendant plus d'1 heure sans bouger. Le vent soufflait fort à travers les feuillets, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pensé à eux, ni à ce qu'ils m'avaient fait, ni à ce que je leur avais fait. J'ai pensé à moi, à ce que je voulais faire ensuite, au genre d'homme que je veux être maintenant, au genre d'héritage que j'aimerais laisser si jamais j'ai un fils, comme mon père a laissé le sien. Je ne suis pas arrivé à une conclusion magique, je n'ai pas eu d'épiphanie, mais je me suis senti moins vide. Je suis rentré chez moi quelques jours plus tard. J'ai commencé une thérapie en ligne, au début parce que je n'étais pas prêt à m'asseoir devant quelqu'un et à cracher tout ce que j'avais avalé. Mais à chaque séance, j'ai commencé à enlever un peu plus de poids de mes épaules. J'ai commencé à accepter que je peux avoir de la douleur sans devenir une version amère de moi-même, que je peux me souvenir de mon père sans que mon estomac ne se retourne de culpabilité à cause de ce qui s'est passé en même temps que sa mort. Je ne vais toujours pas bien, mais je ne vais plus si mal. Et s'il y a quelque chose que j'ai compris dans tout ce processus, c'est ceci, il y a des trahisons qui vous changent à jamais, il y a des blessures qui ne guérissent pas complètement, mais vous pouvez choisir ce que vous faites avec ce qui reste. Soit vous devenez ce qu'ils vous ont fait, soit vous utilisez cette douleur pour ne plus jamais permettre à personne de vous briser comme ça. Il manque une dernière partie, la plus honnête. Non pas à leur sujet, ni sur ce que j'ai fait, mais sur ce qu'il me reste, qui je suis maintenant et ce que j'ai appris, même si c'était à la dure. Je ne sais pas si cela a une fin. Parfois, je me demande si l'écrire, le raconter, même y penser autant, vaut quelque chose. Il y a des jours où j'ai l'impression que oui, que le mettre en mots, c'est comme vider une valise pleine de pierres. Mais il y en a d'autres où je me rends compte que peu importe combien je raconte cette histoire, il y a des parties qui ne vous quittent pas, elles restent, elles s'infiltrent sous votre peau. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles et je ne veux pas en avoir. Je ne sais pas s'ils sont ensemble ou non, je m'en fiche. Je n'ai pas cette curiosité morbide de savoir si, tout cela en valait la peine, pour eux, ou s'ils ont fini par se battre comme deux misérables. Je ne suis pas intéressé. Ma vengeance n'était pas qu'ils souffrent à cause de moi, c'était qu'ils se perdent, que ce qui a commencé comme une trahison finisse par être leur condamnation mutuelle. Mais au cas où ils liraient ceci un jour et me croiraient, ils le feront, si quelqu'un le leur transmet, je veux clarifier quelque chose, je ne l'ai pas fait parce qu'ils m'ont brisé le cœur, je l'ai fait parce que pendant que mon père s'éteignait, pendant que je manquais de famille, de sommeil, d'âme, vous baisiez comme si je n'existais pas. Et c'est impardonnable, pas dans mon monde. J'ai aussi fait des erreurs, je ne vais pas prétendre que je suis un héros dans cette histoire. Je me suis sali les mains, j'ai planifié des choses que je n'aurais jamais pensé être capable de faire. Je me suis assis devant une feuille Excel avec des dates, des heures, des captures d'écran. Je suis devenu détective, juge et bourreau. Ce qui me différencie d'eux, ce n'est pas que je n'ai pas causé de tort, c'est que je ne l'ai pas fait pendant qu'une personne que j'aimais était en train de mourir au lit. Avec le temps, j'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de trahison, il s'agit d'opportunité, du moment où quelqu'un choisit de vous marcher dessus juste au moment où vous êtes à genoux. C'est de cela qu'il s'agissait. Ce n'était pas seulement la tromperie, c'était le moment qu'ils ont choisi pour le faire, le vide qu'ils m'ont laissé. Et pourtant, après tout cela, je ne suis pas rempli de haine. Je suis rempli de prudence, d'instinct, de silence. Je ne me donne plus de la même manière, je ne fais pas confiance aussi vite. Mais je ne suis pas devenu cynique ou amer. Je suis juste devenu plus réel, plus sélectif. J'ai appris qu'on peut tout perdre et continuer à respirer, qu'on peut aimer quelqu'un et en même temps souhaiter ne jamais l'avoir rencontré,
et que l'amour ne se présente pas toujours sous forme de caresses, parfois il se présente sous forme de loyauté silencieuse, comme celle de mon père, quand il pouvait à peine bouger sa main, mais il serrait la mienne pour dire « merci » sans mots. Il était mon or, et bien qu'il soit parti, il y a des choses à son sujet qui me guident encore, son sens de la dignité, sa façon de marcher droit même quand tout faisait mal. La maison a été vendue. Je n'ai gardé qu'une boîte avec ses affaires, un vieux portefeuille, la casquette qu'il portait au parc, une lettre qu'il m'a laissée sans savoir que c'était un adieu. Je ne l'ai pas encore ouverte, je ne sais pas si je veux le faire, je ne sais pas si je peux. Peut-être un jour. Pour l'instant, je marche avec le souvenir et la certitude que même si ma vie s'est effondrée, j'ai choisi de ne pas rester enterré.